Quand on parle de poser des limites, on a presque toujours à l'esprit l'idée de chercher à poser des limites à un autre. On s'imagine devoir dresser des barrières autour du partenaire, restreindre ses mouvements ou lui imposer des règles. Alors forcément, cette vision met mal à l'aise. On se dit, mais je ne vais pas limiter les autres. Ça va être embêtant pour moi, ou je me sens mal de dire à mon partenaire que je ne suis pas d'accord ou que je veux qu'il s'arrête là. Parce que peut-être qu'il ne m'aimera plus, on ne sait jamais. Et on a peur du conflit, de la rupture ou du rejet. Si tu te trouves dans cette impasse, c'est parce que tu as compris ce sujet totalement à l'envers. Il est temps de se poser pour savoir ce que signifie réellement poser des limites et dans quel état d'esprit les aborder avant même d'envisager concrètement comment s'y prendre. C'est un sujet que j'aborde de manière approfondie dans mon programme qui s'intitule Le guide contre la manipulation, parce que ne pas savoir se positionner condamne au surplace relationnel, voire à la stérilisation personnelle individuelle. On va découvrir une toute autre approche, celle où poser des limites pour soi-même finit par libérer la relation au lieu d'enfermer l'autre. La plupart des tensions et des blocages autour de la question des limites proviennent d'une mauvaise définition de départ. Lorsque nous entendons l'expression « poser des limites », notre cerveau réalise presque toujours un contresens. Il associe immédiatement à l'action de dresser une clôture autour du comportement de l'autre, empêcher l'autre de faire ceci ou de faire cela, d'atteindre telle zone ou tel endroit. Donc nous traduisons inconsciemment ce concept consistant à poser des limites par des phrases intérieures comme « je vais lui interdire de me parler comme ça » ou « je dois l'empêcher de prendre des décisions sans moi ». Ou il faut que je restreigne ses sorties, ou il faut que je contrôle sa manière de gérer, d'utiliser son smartphone, ou que je vérifie, ou que je lui... On est en train de réfléchir à réduire l'autre. Ce réflexe de vouloir réduire l'autre, régenter les actions de l'autre, engendre un problème majeur. Parce que vouloir imposer des panneaux d'interdiction dans le jardin du partenaire déclenche une culpabilité généralement rencontrée dans les personnes que j'accompagne, et une peur légitime du rejet. Quelqu'un me disait encore il y a quelques jours, en séance de coaching, mais si je dis à mon partenaire que je ne veux pas aller à tel endroit avec lui, comment va-t-il le prendre ? Est-ce qu'il va se dire que peut-être je ne l'aime pas ? Nous traduisons inconsciemment ce concept par des phrases intérieures de ce genre. Je vais lui interdire ceci, je vais lui interdire cela, et peut-être que... Donc notre monologue intérieur s'affole. Si je commence à lui imposer des censeurs ou à restreindre ses mouvements, je vais passer pour un tyran. Ou il va considérer que je suis pas gentil, que je l'aime pas, que je suis dur avec lui, ça va être insupportable pour lui. Et il finira par ne plus m'aimer. Pour éviter le conflit ou la rupture, il nous arrive de choisir de nous taire, soyons honnêtes. Il nous arrive de choisir de ranger nos besoins au placard en se disant « si j'exprime mon besoin et que ça participe à lui donner le sentiment que je pose une limite dans laquelle je lui interdis, je réduis son champ de liberté, notre couple va être en danger. Ou plutôt, je serai en danger. Soyons honnêtes jusqu'au bout. » C'est ici que le raisonnement s'effondre en réalité. Chercher à restreindre la liberté de l'autre, c'est une impasse. C'est un outrepassement de son pouvoir. Nous n'avons pas, tu n'as pas, la liberté de limiter celle d'un autre. J'aime beaucoup cette maxime à laquelle je souscris. La liberté s'arrête là où commence celle d'un autre. Je n'ai rien à dire contre ça. Non seulement ça s'avère totalement vrai, mais en plus inefficace d'envisager de limiter la liberté de l'autre. Parce que nous n'avons aucun contrôle sur les actions d'un autre, même si c'est notre partenaire. Ça mène systématiquement à un épuisement, à des luttes de pouvoir stériles, à des rapports de force, dont je parlerai dans quelques temps sur un autre podcast. Le constat, il est que, à force de confondre le positionnement personnel avec une tentative de contrôle sur le conjoint, nous nous sentons paralysés, incapables, notamment incapables de nous protéger, tout en redoutant
d'étouffer la relation et même de porter la responsabilité de son éventuelle extinction. Pour comprendre pourquoi nous campons si confortablement dans cette erreur depuis tant d'années, on va être aidé en considérant la manière dont notre structure de comportement s'est construite. Ce quiproquo n'est pas le fruit du hasard. On est dans une voie de conséquence légitime compte tenu du fait que ce fonctionnement est le résultat direct de nos programmations de l'enfance. Pendant notre premières années de vie, notre rapport aux limites s'est construit exclusivement à travers l'axe de l'obéissance. Pour l'enfant que nous étions, une limite, c'était une règle extérieure édictée par une autorité, quelqu'un d'autre que nous, que ce soit un parent, un enseignant, un frère, une sœur, quand c'était plus grand, parfois même les plus petits essayaient de nous donner des ordres. Et on avait à respecter ça sous peine de sanction. La limite était donc synonyme de privation de liberté imposée par l'extérieur. Ne touche pas ça, ne va pas là, ne fais pas ça, tais-toi, sinon je vais le dire à papa ou à maman. Ou bien si tu fais ça, tu n'auras pas de ceci ou de cela. Il va se passer ceci ou cela. Voilà les conséquences. Systématiquement un glas, trop fréquemment un glas, un poids. En conséquence, nous avons grandi avec cette association solidement ancrée que poser une limite signifie fabriquer une interdiction et forcer l'autre à se conformer à cette interdiction. Une fois adulte, nous avons transposé ce modèle dans l'enfance, dans notre dynamique relationnelle amicale, parfois professionnelle et conjugale, sans interroger la pertinence de cette approche, de cette habitude, de cet automatisme. Et face à un inconfort relationnel ou une situation qui nous blesse, nous appliquons la seule et unique stratégie que nous connaissons, qui est le super moyen pour nous sécuriser. Nous nous prenons pour le parent de notre partenaire et nous essayons d'édicter des lois domestiques, de formuler des reproches pour qu'il change en espérant que l'entourage se plie à notre règle pour que nous nous sentions enfin respectés. Et c'est cette reproduction inconsciente d'un schéma d'obéissance qui bloque le système parce que en partenaire amoureux, on n'a pas à éduquer son partenaire. On a affaire à un adulte. Donc en persistant à chercher la limite du côté de la contrainte d'autrui plutôt que du côté de notre propre action, nous ne savons pas, on va dire consciemment, parce qu'au fond de nous, quand on y réfléchit un petit peu, on sent que ça s'allume, on va dire que nous ne savons pas, en conscience, que nous perpétuons le cycle de la frustration. De la frustration, la nôtre, pas celle du partenaire. Nous nous sentons frustrés si l'autre ne répond pas, ne cadre pas. Nous nous sentons frustrés à l'idée de se dire je ne vais pas lui imposer de limite parce qu'autrement je vais moins bien vivre la relation. Frustration. Pourquoi ce fonctionnement inversé nous paraît-il si naturel au quotidien ? La réponse se trouve dans la manière dont notre système nerveux gère nos interactions pour économiser son énergie. Par pure paresse prédictive, notre cerveau il a une tendance à projeter ses propres normes de tolérance et ses propres valeurs directement sur le partenaire. Inconsciemment, nous fonctionnons avec la croyance que nos règles intérieures sont universelles. C'est comme ça, c'est la moindre des choses. De toute façon, tout le monde, toutes les personnes que j'ai interrogées pensent comme moi. Tu en as interrogé combien ? 3. Et quand je dis 3, c'est déjà beaucoup. Parfois, ça suffit de 2. 2 personnes, et donc toutes les personnes que tu as interrogées pensent comme toi ? Je dis ça en rigolant parce que je me reconnais dans cette approche historique, on va dire, il y a longtemps quand j'étais jeune, avec ce genre de raisonnement. Mais attends, on est tous d'accord là-dessus. Tous, vous êtes combien ? 9, ok. 9 sur combien ? 9 sur 9, ça veut dire que toutes les personnes que j'ai interrogées et qui sont d'accord avec moi sont d'accord avec moi. Voilà, en fait. Très mauvais statisticien. Et cette approche minable ou réductrice, manipulée en plus, est une programmation qui crée une attente passive particulièrement toxique pour la relation. Parce que nous restons là à observer le comportement de l'autre en nous répétant des phrases comme « s'il tenait à moi, il verrait bien que cette situation m'épuise et s'il s'arrêtait de lui-même, ça serait quand même bien, ce serait la moindre des choses ». Nous attendons que le partenaire devine notre inconfort et modifie ses actions sans que nous ayons à nous positionner. Et je reprends cette même expression que j'ai employée il y a quelques secondes, c'est la moindre des choses. Quand on aime quelqu'un, c'est écrit où ça ? C'est écrit en moi et dans l'universalité. Mais où ? Ça n'est écrit qu'en moi. Waouh ! Ou un parent ne se comporte pas comme ça. Où est-ce que on peut s'appuyer pour affirmer ça ?
Ou quand on fait l'amour, quand même, en tant que mec, il devrait. Ou en tant que femme, il est logique que ça ne tient pas la route. On est dans des stéréotypes de genre, dans des stéréotypes de code qui ne tiennent pas la route. La conséquence comportementale de ce mécanisme, c'est que nous nous installons, je dirais même confortablement, dans une posture passive de victime interne. Nous subissons la situation en accumulant de la rancœur, tout en rejetant la faute sur l'autre qui ne livre pas le respect que nous attendons en silence, en refusant d'émettre notre propre positionnement, parce que nous pensons que si nous émettons notre positionnement, ça va être une limitation de l'autre, et qu'on se sent déjà pré-coupable de ça. On est dans un cercle vicieux. Ça sent très très mauvais, quoi. Cette attente passive qui passe par « je n'ai pas besoin de lui dire ce dont j'ai besoin pour que », parce que si je le formule, il aura le sentiment que je le limite. Donc ce que j'appelle l'attente passive, elle nous conduit vers une erreur monumentale. Lorsque la tension devient trop forte et que le partenaire franchit notre seuil de tolérance, notre premier réflexe n'est pas de regarder ce que nous pouvons faire ou de prendre conscience du fait que nous sommes dans une attente passive, mais de commencer à nourrir un monologue intérieur qui donne la responsabilité à l'autre. Le problème est donc chez l'autre. Notre bien-être dépend de l'autre, comme notre mal-être dépend de l'autre. Deux énormes mensonges. Et peut-être serait-il judicieux que tu te les répètes. C'est un mensonge de penser que mon bien-être dépend de l'autre. C'est un mensonge de penser que mon mal-être dépend de l'autre. Je ne suis pas malheureux en couple à cause de mon partenaire, et je ne suis pas heureux en couple à cause de mon partenaire. Je ne vais pas creuser cette question, je veux juste que tu l'entendes. Peut-être qu'à force de l'entendre, ça commencera à faire sens pour toi. Mais c'est un piège. En dirigeant nos efforts vers l'extérieur, nous nous trompons d'objectif, en fait. Non seulement nous nous condamnons à l'impuissance, puisque nous ne pouvons pas forcer l'autre à changer, mais nous oublions de déclencher notre propre action de préservation. Nous cherchons à réparer la situation en manipulant les leviers du conjoint, alors que le seul levier sur lequel nous avons un pouvoir réel et immédiat se trouve de notre côté de la barrière. Il se trouve chez nous. Les manettes sont en nous. C'est alors que survient la nécessité de s'inscrire dans un processus d'inversion. Pour sortir définitivement du surplace relationnel, il est indispensable d'opérer un retournement complet dans notre manière de concevoir l'espace conjugal. Il est nécessaire de comprendre la distinction fondamentale qui existe entre restreindre son partenaire et se positionner soi-même. Quand je me positionne, je ne positionne pas mon partenaire. Je n'ai d'action que sur moi-même. On peut donc démystifier une fois pour toutes ce concept qui consiste à penser que poser une limite enferme l'autre. Non, poser une limite n'enferme jamais l'autre dans sa cage. Ça définit simplement les contours de ma cage, de ma propriété, de mon terrain, de mon territoire. Lorsque tu te positionnes, tu ne cherches pas à confisquer la liberté de ton partenaire. Tu ne lui dictes pas ses actes ou tu ne cherches pas à redresser sa trajectoire. Sauf si tu t'entends lui dire « je veux que tu fasses comme ça et désormais tu feras comme si ». Mais si tu dis « là je me sens envahi quand tu fais ça, je te demande s'il te plaît de ne plus agir comme ça envers moi » ou quand tu le feras, je m'octroie le droit de refuser ta démarche, ta proposition, tu ne poses pas de barrière à ton partenaire. Tu lui laisses la totale liberté d'action et de parole, y compris celle de commettre des erreurs, des bévues ou d'agir d'une manière qui ne te convienne pas. C'est toi qui vas choisir ta posture quand il agit d'une manière qui ne te convient pas. Tu ne vas pas lui interdire d'agir comme ça ne te convient pas. Ça arrive dans le couple parfois de dire « je t'interdis de me parler comme ça ». Ça, c'est une manière de vouloir contrôler le partenaire. Mettre des limites dans le mauvais sens, dans le désordre, dans le sens inverse, pas dans le bon sens. C'est « je n'accepte pas que tu me parles comme ça » ou bien « quand tu me parles comme ça, je ressens tel et tel sentiment et sache que j'ai tel et tel besoin,
Ce qui m'amène à te dire que je te demande de. Ceux qui ont l'habitude d'être coachés avec moi savent que je viens d'appliquer la communication non violente. Observation, sentiment, besoin, demande. Et j'aime rajouter un 5e élément qui est la demande de consentement après ma demande. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça te convient? Je ne mets pas de limite à quelqu'un à qui je dis est-ce que ça te convient? Est-ce que tu es d'accord? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es OK pour faire ça? Et j'ajoute qu'en plus, tu reprends ta liberté absolue de déterminer ce que tu fais, où tu te places, et ce que tu choisis d'accepter en présence de ce que fait ton partenaire. C'est une approche hyper respectueuse et égocentrée, respectueuse de toi d'abord. Parce que tu entends qu'il n'est pas question de te dire, mais si je lui dis ce que je pense, ça va le limiter. On a fini avec cette affaire-là. On est passé dans le bon sens du processus. Je vais forcément exprimer ce que je ressens, ce que je vis, comment je le vis. Et accepter que mon partenaire vive et s'adapte à ce que je vais lui dire, en sachant que les limites, je les ai placées pour moi. Permets-moi d'utiliser une image. Je ne sais pas où tu habites, mais où que tu habites, il y a des murs à ta maison, à ton appartement. Si tu es dans une maison, il y a peut-être même une clôture, une barrière. Parfois, il n'y a pas de clôture. On appelle ça les jardins paysagers ou verts. Ou depuis le trottoir, on peut passer à la pelouse. J'avais ça quand j'habitais dans le Nord. Je trouvais ça vraiment génial. J'ai vu ça aux États-Unis dans plein d'endroits où du trottoir, on passe sur la pelouse, le petit chemin, puis on arrive à la porte d'entrée, d'accord. Mais tout le monde sait que le trottoir, c'est un domaine public. Et même s'il n'y a pas de barrière de clôture, de grillage ou de haie, le fait de marcher sur la pelouse d'une personne fait que je suis dans son territoire. Donc, même s'il n'y a pas d'obstacle physique, n'importe qui sait qu'il n'est pas sur le domaine public quand il est en train de marcher sur la pelouse qui est devant chez moi, comme c'était le cas dans mon village du nord de la France. Il n'y a pas de doute. Mais tu vois que cette limite de propriété n'est pas une interdiction de franchir, de marcher sur la pelouse. Et finalement, je trouve un très grand avantage à ces jardins paysagers, à ces maisons qui sont ouvertes sans clôture, sans barrière et sans haie, parce qu'elles semblent donner quelque part de manière inconsciente le sens de la responsabilité du domaine public et du domaine privé. Parce que je ne vois pas que quelqu'un pourrait se dire tiens, il y a une pelouse là, on va se mettre, on va pique-niquer, on va jouer avec les enfants au ballon parce qu'il n'y a pas de barrière. Ben non, c'est ouvert, mais on sait bien que ce n'est pas chez nous. Par conséquent, on n'a pas besoin d'avoir à matérialiser physiquement la limite pour ça. C'est pareil chez toi, pour ta vie perso. Tu n'as pas forcément à matérialiser physiquement. D'ailleurs, tu ne le fais pas. Tu as bien compris que les barrières, les limites que l'on met sont symboliques et elles sont pour nous, en fait. C'est pour ça que le jardin paysager a une belle symbolique. C'est ouvert et je sais que c'est chez moi. Et l'autre sait que c'est chez moi. Et je vais entretenir mon chez moi. Parfois même, je vais balayer un petit peu le trottoir si je vois qu'il est un petit peu sale, mais je le fais en connaissance du fait que je suis dans une véritable expérience de ma propre liberté et dans une reconnaissance de la liberté d'autrui quand je suis dans l'image paysagère, du jardin paysager. Mais quand je suis dans la relation conjugale, c'est pareil. Je peux poser mes limites en reconnaissant pleinement ma singularité, qui je suis, et en sachant que ça permettra à mon partenaire une lecture de « là, je suis en train d'entrer dans le territoire de mon partenaire ». C'est une démarche de pleine conscience mutuelle. Et pour mesurer la puissance de ce retournement, je pense qu'on a vraiment avantage à observer ce qui se passe concrètement lorsque l'on cesse d'attendre que l'autre change pour s'autoriser soi-même à être bien. C'est un basculement qui est peut-être difficile pour toi, en fonction de ton profil. Et peut-être que certaines personnes qui m'écoutent se disent « Non, moi je suis au clair là-dessus. » Magnifique. Continue à l'ancrer, à l'assainir. Parce que ça peut être un basculement fort quand on n'est pas habitué à ça. Alors qu'on a vraiment besoin de rentrer dans une forme de respect d'une écologie personnelle pour vivre une relation saine à soi et à l'autre. Regardons les choses en face, toi et moi. Est-ce que c'était trop inconfortable d'entendre que tu es le seul maître à bord de tes propres choix et que tu ne peux pas accuser ton partenaire de bloquer ta vie? Est-ce que tu as le sentiment que tu as bien souvent
eu la conviction que si tu écoutais tes propres choix pour construire ta vie comme tu l'entends, tu allais limiter ton partenaire? Est-ce que ce changement de perspective te donne l'élan, alors que tu as compris qu'on va remettre les choses dans le bon sens, de reprendre les commandes de tes journées pour vivre les choses comme tu les désires, viser ce à quoi tu aspires, en sachant que tu n'es pas en train d'enfreindre, de limiter, de contraindre, de bloquer, de réduire la liberté de l'autre. Je voudrais que tu retiennes cette phrase qui est que la qualité de tes relations avec les autres dépend entièrement de la clarté de tes engagements envers toi-même. Tant que tu passeras ton énergie à vouloir dresser des barrières autour des actions des autres, tu resteras bloqué. Et généralement dans l'impuissance. Puisque les autres feront ce qu'ils ont décidé de faire, indépendamment de toi. Ou bien ils vont t'obéir pour essayer d'obtenir ce qu'ils veulent. Or, c'est en choisissant d'agir sur tes propres pas que tu retrouveras la liberté et ton pouvoir d'action.